Bonjour, je m'appelle Olia, j'ai 26 ans et pendant 7 ans j'ai été considérée comme disparue avant d'être retrouvée par miracle. Je ne peux pas dire exactement quel jour c'était, mais à ce moment-là j'avais 3 ans et demi. À cette époque, mes parents travaillaient à Kiev et je devais aller chez ma grand-mère au village avec mon père. Nous attendions à la gare et à ce moment-là, mon père est parti aux toilettes. Eh bien, comme j'étais une petite fille, il ne pouvait pas vraiment m'emmener avec lui. Et honnêtement, je ne me souviens même pas à qui il m'a laissé, mais il s'est avéré apparemment que personne ne me surveillait. C'est comme ça que j'ai été emmenée. Personne ne connaissait cette femme, ni mes parents, ni ma grand-mère, personne. C'était une parfaite inconnue. Apparemment, elle a su éveiller mon intérêt. Peut-être m'a-t-elle proposé quelque chose. Je me souvenais, par exemple, qu'il y avait autrefois un cercle comme ça à la gare ferroviaire, où l'on vendait toutes sortes de petits livres et ce genre de choses. J'y allais avec mes petites pièces, je voulais acheter un petit livre. Peut-être qu'elle m'a proposé « Viens, je vais t'en acheter un ». Papa a tout de suite appelé maman. Bien sûr, ils ont couru partout dans la gare, ils cherchaient et demandaient qu'on fasse une annonce dans les trains. Mais malheureusement, personne ne l'a fait. Ensuite, elle est aussi allée au poste de police. Il y en a un dans chaque gare. Là-bas, on lui a dit d'attendre, peut-être qu'elle reviendrait. Maman a signalé la disparition à Kiev. On lui a dit d'attendre 3 jours. Et l'affaire a finalement été transférée à la police locale de Gourovka. La gare ferroviaire de Kiev est à 100 km de Gourovka. Qui va être là, ou chercher? Personne n'a réagi à temps. Elle a été considérée comme disparue. J'ai un certain trou de mémoire. Je ne me souviens plus comment elle m'a emmenée. Mon cerveau a comme bloqué ses souvenirs. Je ne me souvenais pas de ce qui s'était passé avant elle et la considérais vraiment comme ma grand-mère. Quand je demandais où étaient mes parents, elle me disait qu'ils étaient morts dans un accident de voiture. Ensuite, chaque année, ce qui était étrange, elle sortait la photo d'un homme et elle célébrait son anniversaire. Elle m'appelait Dina, Dana ou Diana. Parfois, quand on sortait quelque part ou qu'on prenait les transports en commun, elle me mettait une casquette, cachait mes cheveux et j'étais Kolia. Quand je lui demandais pourquoi, elle disait que c'était pour que je ne sois pas victime du mauvais œil. J'étais un enfant qui attirait beaucoup l'attention, pour éviter que je sois victime du mauvais œil et ce genre de choses. Donc, comme je le comprends maintenant, elle savait très bien qu'on pouvait me rechercher. D'autant plus que, comme il s'est avéré, pendant très longtemps, je portais encore les vêtements dans lesquels elle m'avait enlevée. J'avais même des bottines en cuir avec des petits crochets, comme autrefois. Quand elles sont devenues trop petites, elle a juste découpé le bout au niveau des orteils. Elle disait que c'était nécessaire pour que le pied reste fin, pour ne pas avoir un pied large. Parfois, elle se faisait appeler Valia, parfois Ira. Mais comment s'est-il avéré que son vrai nom était Frisa? En fait, elle est venue d'Allemagne, elle n'a pas fui. Apparemment, elle était juive par ses origines ou quelque chose comme ça. Frisa avait un mari, il était marin, capitaine, il faisait de la navigation au long cours, mais il l'a quittée, il est parti d'elle. Elle avait un fils. Peut-être que ce qu'elle m'a dit, que mes parents sont morts dans un accident de voiture, c'était vrai. Que son fils soit mort là-bas, peut-être avait-elle une petite fille qui me ressemblait. Tout cela était sans doute psychologique. Peut-être pensait-elle vraiment que j'étais sa petite fille. Nous vivions dans une cave. Ce n'était pas une chambre, mais un couloir. C'est une pièce de sous-sol ordinaire. Il y a un long couloir et chaque habitant a en quelque sorte sa propre petite pièce là-bas. Un atelier ou autre chose. Nous, on disposait des caisses. On plaçait 4 caisses en plastique et on mettait du carton par-dessus. Ensuite, il y avait des manteaux, des chaussures ou bien une couverture. Et c'est là qu'on dormait. C'était un lit improvisé. On ne lavait pas le linge faute d'endroit pour le sécher. Et pour se laver, on allait au bain public. Avant, il y en avait plein partout à Odessa. Sinon, on se lavait dans une bassine à la cave, toujours avec du savon de goudron, comme elle disait, pour éviter les parasites. L'odeur était vraiment horrible. Elle avait apparemment une sorte de manie. Elle gardait tout. Et donc, quand on entrait dans cette cave, il y avait juste une montagne de sacs, de cartons, de tout. Empilés les uns sur les autres, il n'y avait même pas de passage à certains endroits. C'était rempli presque jusqu'au plafond. On se réveillait, enfin, on partait très tôt. Parce qu'il fallait que personne parmi les habitants de l'immeuble ne me voie.
Par exemple, elle sortait, vérifiait qu'il n'y avait personne dans la cour ou sur le banc, me faisait signe, je sortais vite, puis elle sortait à son tour. S'il y avait quelqu'un, on restait là-bas. On ne devait pas descendre pour qu'il voie le moins possible. C'est tout. Chez moi, personne, pas un bruit, pas un son, pour que personne n'entende rien. Parce que la journée, des gens venaient là-bas, c'était des ateliers. Quelqu'un sciait, un autre faisait autre chose. Moi, je devais rester assise bien tranquillement. Dieu nous en préserve. Il arrivait qu'on n'aille nulle part du tout, on restait là. Parfois, on allait d'abord au marché Privose. Et puis, on pouvait aller à l'église et aussi simplement s'asseoir quelque part dans le parc. Toute la journée, on se promenait juste quelque part en ville. Je n'allais pas à la maternelle car elle n'avait aucun papier pour moi, ni acte de naissance, rien du tout. Pour l'école aussi, c'est elle qui m'a enseigné elle-même. Elle, eh bien d'ailleurs, elle était une personne assez instruite. Elle n'était pas stupide. Là, je ne parlais à personne, à part elle. Je n'avais ni amis, ni personne. La seule chose, c'est que si nous étions à l'église, on pouvait me reconnaître parce qu'on me connaissait. Mais sinon, avec des enfants ou d'autres personnes, non, je n'avais pas d'amis, malheureusement. En fait, nous n'allions même pas dans les endroits où les enfants ont l'habitude de se promener, en principe. Je pense que oui, elle était mentalement malade, mais pas dans le sens où elle était agressive ou qu'elle attaquait les gens, même si ça arrivait aussi. Elle ramassait tout ce qui était utile ou inutile. Elle ramassait tout. Et puis il y avait aussi ce qui me concernait. Elle croyait fermement que j'étais sa petite fille, oui. Pourtant, c'était une personne apparemment instruite et qui avait un appartement, comme il s'est avéré, dans l'immeuble où nous vivions. Elle avait une cave et un appartement au 4e étage. Pourquoi une personne qui a un appartement vit-elle dans une cave? Elle recevait de l'argent de quelque part, oui, elle recevait de l'argent, mais elle ne l'utilisait pas vraiment. Et nous vivions comme ça, comme nous pouvions. Parfois, nous mangions au marché, parfois à l'église. Une femme est descendue, elle m'a vue par hasard. Eh bien, cette vieille dame m'a couverte avec une couverture. Là, on lui demande qui est cette fille. Elle a affirmé qu'une connaissance du marché lui avait demandé de garder sa fille, mais c'était la première fois. Et elle a semblé la croire, mais quand ils ont commencé à me voir, qu'ils m'ont revue une autre fois, elle m'a aussi cachée. Ils ont commencé à s'inquiéter. Cette femme, responsable de l'immeuble, est allée à la police et a rédigé une déclaration. On lui a répondu que la petite fille serait peut-être mieux avec cette vieille dame. Elle a demandé « Montrez-moi par exemple les photos des enfants recherchés ». Je la reconnais très facilement, elle est rousse et facile à repérer. Et puis je ne pense pas avoir beaucoup changé en 2 ou 3 ans. On ne lui a rien montré, juste suggéré qu'elle serait mieux là-bas. Quand les habitants de cette maison m'ont trouvée, il fallait qu'on parte quelque part. Et nous avons vécu chez un vieux monsieur. C'était probablement le moment le plus douloureux pour moi parce que là, on m'a tellement battue à cause de ce qu'il y avait dans un verre. Enfant, je l'ai acheté pensant que c'était de l'eau, mais ce n'en était pas. J'ai été tellement punie pour ça. Ce n'est pas elle qui m'a frappée, mais lui, il m'a battue avec une ceinture. J'avais tout le dos couvert de marques. Je me suis enfuie à ce moment-là et j'ai passé une nuit sous une voiture. Et puis encore quelques nuits, je ne sais même plus, honnêtement, quand j'y repense maintenant. Je ne sais pas comment je n'avais pas peur, je passais la nuit sur le toit d'une maison, jusqu'à ce qu'elle demande à des jeunes gens de monter et de me ramener de là. Tout était désagréable là-bas, mais ça, c'était vraiment douloureux. J'ai été avec elle pendant environ 7 ans. Je me suis enfuie de chez cette vieille femme. Je ne savais pas vraiment mon âge alors. J'avais seulement envie de sortir et jouer comme tous les enfants. On en a envie, vous voyez, on passe, il y a des enfants qui courent et tout ça. On a aussi envie de ces jouets-là. Je me suis enfuie et d'une certaine manière, j'ai fait une rencontre. J'ai rencontré une fille, elle est gitane. Elle m'a emmenée, elle m'a présenté aux siens. Je suis restée là-bas, littéralement 2 jours. Chez eux, il est d'usage d'aller travailler, mendier. Et donc, le premier jour, je suis sortie avec eux. En fait, nous sommes allés près de la maison où nous vivions avec Tuntapka, finalement. La police est passée et m'a vue. Eh bien, je ne ressemble pas vraiment à une gitane. Je n'ai pas ce type d'apparence. Ils m'ont emmenée. Ils ont commencé à me demander mon prénom, mon nom de famille. Une gitane m'a dit « Tu t'appelles comme ci, comme ça ». Je lui ai répondu. Mais au final, ils ne m'ont pas cru. On m'a envoyée dans un premier foyer où je suis restée environ 1 an. Les enfants y restent jusqu'à ce que leurs papiers soient faits ou qu'on retrouve leurs parents, donc c'est assez court. À mon arrivée au foyer, je suis directement entrée en 3e année, car elle m'avait déjà tout appris pour la première et la 2e. Elle venait là-bas. Je ne sais même pas sur quelle base, puisqu'elle n'avait même pas l'original de mon document.
On me faisait venir, elle était là, on me demandait si je voulais vivre avec elle, que c'était ma grand-mère. J'ai refusé, j'ai juste vu comment vivaient les gens. Par exemple, j'aimais la vie au foyer. Il y avait des enfants, des activités et des divertissements. Donc oui. Et rester encore avec elle dans la cave, eh bien je n'en avais plus envie pour être honnête. On m'a renvoyée à nouveau au foyer. Et elle venait là-bas, elle passait régulièrement près de la clôture. Elle m'appelait, elle essayait de me passer quelque chose. Elle me demandait de fuir. Après, ils ont cessé de me laisser sortir un moment car elle venait souvent. Eh bien, pendant que j'étais dans le premier foyer, une émission est venue et m'a filmée. Ils cherchèrent donc mes parents. Et c'est une connaissance de ma mère qui a vu l'émission. Cette femme vit au village. Elle l'a vue tout à fait par hasard. Sur la photo, j'avais encore des cheveux très courts, affreusement courts. Mais en principe, il y avait une certaine ressemblance rousse. Elle a appelé maman. Je crois que c'est Tolia. Maman aussi est allée sur le site, a demandé à une connaissance, a vu la photo. Elle a dit qu'en la voyant, elle n'a pas douté une seconde que c'était moi. En principe, lors de notre première rencontre, je ne dirais pas qu'il y a eu tout de suite des sentiments qui ont éclaté. J'ai juste, d'une manière purement instinctive, eh bien au foyer, qui est-ce que tous les enfants attendent? C'est ça des parents. En principe, on m'a demandé qui? Eh bien j'ai répondu, maman. Eh bien c'était encore un peu tendu, on s'est littéralement vu 2 minutes. Elle m'appelait chaque jour et j'espérais qu'elle vienne enfin me chercher. Je comprenais que c'était bien mes parents. Mais malheureusement, il fallait encore attendre environ 1 an. Il fallait encore une procédure judiciaire, un test ADN, une expertise pour prouver que c'était vraiment mes parents. Comme je n'ai aucun souvenir d'eux dans ma mémoire, je ne me souvenais même pas d'eux en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à me rappeler de cette période. La psychologue du premier orphelinat a expliqué que cela pouvait être une défense du cerveau. Quand l'expertise ADN a été réalisée, il s'est avéré que oui, mes parents sont vraiment mes parents biologiques. Et alors le tribunal a donné son accord et ils m'ont récupérée. Je suis arrivée ici, j'avais 12 ans, honnêtement, j'ai été déçue que nous soyons venus vivre au village. D'abord, j'étais habituée à Odessa, même si c'était une ville un peu triste, dans un certain sens. Il y avait aussi le fait que cette grand-mère me faisait toujours peur en me disant que si je ne faisais pas certaines choses, j'irais au village pour tordre les queues des vaches. Et quand je suis arrivée au village, je me suis soudainement rappelé ce qu'elle m'avait dit. J'étais vraiment triste, pour être honnête, vraiment. J'ai directement appelé mes parents, maman et papa. Ça s'est fait assez facilement. Peut-être qu'au fond de toi, tu comprends vraiment que ce sont tes parents. Ça n'a posé aucune difficulté. Oui, j'avais aussi l'âge pour ça, et mon caractère était déjà en quelque sorte bien formé. C'est-à-dire un caractère déjà formé. Et en fait, c'était très difficile avec maman. Eh bien, chaque année, le jour de mon anniversaire, elle m'achetait un jouet. Elle achetait aussi de temps en temps certaines choses. C'est-à-dire qu'elle essayait d'estimer à peu près quel âge j'avais, quelle taille je faisais. En effet, quand je suis arrivée, il y avait beaucoup de choses. Avec papa, en fait, c'était plus simple. À un moment, il s'en voulait vraiment car il se trouvait à la gare, dans l'ensemble, tout le monde était content et heureux. Et personne n'abordait même le sujet du fait qu'on t'avait enlevé là-bas. Ce n'était pas à ce point. Personne ne posait de questions sur ce qui s'était passé, comment ça s'était passé. Et franchement, c'est bien. Oui, j'ai une sœur aînée. Et j'ai un frère aîné. J'étais contente de les avoir. Ça a été dur. Ma mère croyait qu'en venant me chercher, je saurais déjà tout cuisiner. Je n'avais même pas l'occasion d'apprendre cela. Tout était nouveau. En rentrant, je voulais sortir plus et passer du temps avec des gens de mon âge. Je pouvais sortir sans demander, il n'y avait pas une surveillance très stricte. Mais oui, parfois ils appelaient jusqu'à 10 fois si je rentrais tard, et moi, comme par malheur, je ne répondais pas au téléphone. Je disais parfois « j'arrive », alors que j'étais encore en retard d'une demi-heure, mais je pense que ça arrivait à tout le monde. Environ 3 mois après que mes parents m'ont ramenée à la maison, je suis retournée à l'école et je suis allée dans ma classe, avec ceux de mon âge. Je n'ai pas eu à rester en première année à 12 ans, par exemple. Ma professeure principale m'a fait venir. Et elle me dit « On a vu ici une grand-mère qui te ressemble beaucoup, avec des lunettes, etc. » Sois prudente. Bon, je me dis d'accord. Et le lendemain, on va à l'école. Là-bas, un petit marché venait chaque jeudi, je crois. On se promenait entre les stands et achetait des chips et autres. Et elle arrive,
Franchement, je l'ai vue et honnêtement, j'ai eu peur. Je suis partie en courant à l'école et j'ai appelé la professeure principale pour dire qu'elle était vraiment là-bas. À ce moment, un villageois arrive avec un petit paquet de la part de la grand-mère. Il y avait un bounty et autre chose aussi, et un petit pendentif en or en forme de clé de sol. Elle avait cette idée fixe que je devais chanter, que je devais faire de la musique. Un homme arrive et dit « Une religieuse est venue d'une église ». Elle s'est présentée à lui comme une religieuse de passage, sans endroit où loger. Il l'a hébergée. Ensuite, on m'empêchait de sortir de l'école jusqu'à son départ. Les filles me raccompagnaient déjà. J'arrive et elle est là, en train de parler avec mon père. Il ne l'avait jamais vue de sa vie, et il me la présente. Voilà, cette femme-là, c'est ma fille. Elle est là, oui, oui. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas dit que c'était elle. Soit j'ai eu peur qu'il lui fasse quelque chose, soit, enfin, je ne sais pas. Elle était déjà partie, je suis arrivée. Je lui ai dit. Il a commencé à demander pourquoi je ne lui avais pas dit tout de suite. Je lui ai juste dit, tu sais, il ne faut rien faire, ce n'est pas la peine. Les habitants disent qu'elle lançait des malédictions. Elle est devenue méchante quand on m'a éloignée. Je me suis enfuie, arrivée dans un foyer, puis mes parents sont venus me chercher. Elle est vraiment devenue méchante à ce moment-là. Elle a même commencé à leur verser de l'urine sur la tête, alors ils l'ont chassée de la cave et jeté toutes ses affaires dehors. Et elle vivait sur le palier. Et elle lançait tellement de malédictions sur les gens, et ils croyaient vraiment qu'elle avait une sorte de pouvoir, parce qu'il y en a un qu'elle a maudit, il a eu un cancer, il est mort du cancer, et maintenant il y a encore un autre habitant là-bas qui est malade. Déjà partie à Kiev chez ma sœur, je faisais des petits boulots l'été, elle m'appelle. J'étais déjà à Kiev, elle dit « Je suis à l'arrêt de bus. Viens et on partira. » Je dis « D'accord. » J'appelle maman. Elle était à la maison ici. Je dis, voilà ce qui se passe. Elle a appelé à l'arrêt de bus. Viens, on part. Maman est à l'arrêt de bus. Une Mercedes blanche s'est arrêtée brièvement. Maman venait d'ouvrir la porte arrière. Elle l'a sûrement dit au chauffeur, papa. Il a accéléré et ils sont partis. Elle était bien dans la voiture. Dites-moi, il a l'air d'un clochard. Arrivée en Mercedes, après ça, elle n'est plus jamais revenue. C'était la dernière fois que je l'ai vue. C'était il y a 5 ans. Et encore, c'était avec l'équipe de tournage. On faisait une émission ensemble. On l'a croisée là-bas par hasard. Elle m'a encore demandé de rester avec elle. Je lui ai posé la question « Pourquoi ?»« Pourquoi tu m'as emmenée ?» Elle a répondu « Je ne t'ai pas arrachée. »« Ta grand-mère m'a demandé de t'emmener. » Oui. Mais ce n'est pas possible. Ne serait-ce que parce qu'1 an après ma disparition, ma grand-mère est décédée. Et cela l'a tellement bouleversée. Ici, même chaque habitant l'a ressenti. On peut dire que ma grand-mère m'adorait. Elle essayait, je dois croire en mon équilibre mental, pour me faire croire que mes parents et tout le monde étaient mauvais, qu'ils m'avaient laissé avec elle pour que je reste avec elle, mais ça n'a pas marché, j'étais déjà trop âgée. Récemment, nous étions à Odessa. Là-bas, sa situation est triste. Avec elle, cela a finalement marché. Ma grand-mère est décédée. Pour moi, il serait intéressant de comprendre ce qui lui est arrivé. En général, ce qui l'a amené à agir ainsi. Franchement, je ne veux même pas imaginer si mes parents n'avaient pas été retrouvés. C'est arrivé, donc c'est que ça devait arriver. Ce n'est qu'une concours de circonstances qui devait se produire. J'ai probablement mis cette histoire très loin dans un coin de ma tête. Je n'y pense pas. Je m'en souviens rarement, seulement quand c'est nécessaire. Comme maintenant. Je ne peux pas dire que j'ai des problèmes à cause de ça. Aujourd'hui, je suis maman de 2 enfants. Je m'occupe de la maison. Pour l'instant, je ne travaille pas. Je suis en congé maternité. J'ai peur que cela arrive à mes enfants. Surtout à notre époque. En réalité, les enfants disparaissent très souvent. Nous sommes allés à Odessa avec les enfants. Mon mari a beaucoup insisté, tiens-les bien par la main. Être jeune, être porté disparu pendant 7 ans et finalement rentrer à la maison, c'est un bonheur et c'est vraiment un miracle.